Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Canap by Excelsior. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nina Ramen. Tu es entrepreneuse dans plein de sujets en tout cas. On va parler principalement du copywriting, qui est un petit peu ton sujet favori. On est super content de t'accueillir. Déjà, est-ce que tu vas bien? Je vais très bien. Cool. Tout va bien. Le plateau est incroyable, très sympa ce canapé, donc je vais magnifiquement bien. Eh ben, écoute, parfait. On est ravis de t'accueillir en tout cas sur ce plateau. À l'ordre du jour, on va parler forcément copywriting. Déjà, on va poser des définitions sur ce terme qui ne parle pas forcément à tout le monde. Et donc, on va parler forcément d'écriture. Voilà, comment se rendre visible grâce à l'écriture. Quelques tips justement de la part de Nina. Les mythes qu'il y a autour de l'écriture et comment surmonter un petit peu certaines difficultés, quelques appréhensions autour de l'écriture. On va voir comment tout ça est en train de devenir un vrai métier, très clairement, qui est un métier de copywriting, copywriter. Donc, c'est parti en tout cas pour cet épisode. Et moi, c'est Clément et j'ai l'habitude d'accueillir des personnalités de fou sur ce plateau. C'est parti, on va attaquer. Nina, on démarre par le CV de l'invité. Qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? C'est à toi. Merci pour la question, Clément. Avec plaisir. Alors, donc, je m'appelle Nina Ramen et je travaille dans le copywriting. Je suis entrepreneur, j'ai une entreprise où je travaille dans le copywriting. Ouais. Et aujourd'hui, donc, je forme, j'accompagne et je fais le copywriting. Déjà, est-ce qu'on peut poser une définition sur le copywriting? Parce que déjà, depuis le début, on parle de ça. Qu'est-ce que le copywriting dans ce cas-là? Alors, le copywriting, c'est le copywriting avec un W, oui. À ne pas confondre avec le copyright, qui est le droit de la propriété intellectuelle, donc ça n'a rien à voir. Rien à voir, ok. Le copywriting avec un W, c'est l'art de convaincre avec les mots, l'art de vendre avec les mots, et quand on parle de vente, c'est de la vente au sens large. Donc, ça peut être effectivement quand les gens arrivent sur ton site internet, qu'ils achètent pour les gens qui ont un e-commerce, mais ça peut être aussi si tu fais une publication sur les réseaux sociaux, ça va être comment tu vas engager la personne, comment tu vas l'amener à te mettre un like, un commentaire, et ça peut être aussi comment est-ce que tu transmets un message par email. Donc, comment est-ce que tu fais dans une newsletter, dans un email de vente, comment est-ce que tu crées de l'engagement? Ok. Donc à la fin, souvent des emails, ça peut être prendre rendez-vous avec la personne, etc. Donc en fait, c'est vraiment l'art de créer de l'engagement avec les mots. Moi, je dis vendre, mais c'est vendre en fait au sens large. D'accord, mais j'ai l'impression que ça existe depuis quand même pas mal de temps et on en parle. En tout cas, le copywriting arrive sur le devant de la scène depuis maintenant quelques mois, quelques années. C'est quoi la transition en fait? Pourquoi aujourd'hui on parle vraiment de copywriting alors qu'avant on a toujours voulu vendre quelque part avec les mots et pourquoi c'est tendance aujourd'hui? Pourquoi c'est devenu réellement ultra important? Est-ce que les décideurs ont pris conscience de l'importance de ça? Comment t'expliques le phénomène? Ouais, là où tu as raison, c'est que c'est une discipline qui est relativement ancienne. C'est une discipline qui est issue de la publicité. Je ne sais pas si tu connais la série Mad Men. Oui. Eh bien, Peggy Olson. Lucille aussi. Ouais, Peggy Olson, en fait, elle est copywriter. Donc, la personnage principale, son métier, c'est de vendre. Et c'est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, une série qui se passe dans les années 50, à peu près, 50-60, je pense, et où, en fait, c'est une agence de pub et Peggy est copywriter. Donc, tout ça pour te dire quoi? Pour te dire qu'en fait, le copywriting, ça existe depuis que la publicité existe. Ouais, d'accord. Et à l'époque, tu vois, ils faisaient de la publicité sur des affiches, en fait. Donc, il y avait vraiment ce truc, on n'a pas attendu d'avoir un ordinateur, avoir Internet pour faire du copywriting. Ok. Dès qu'on a pu envoyer des mails, on a fait du copywriting avec des mails, sans mail, etc. En fait. Même sans mail, sur les affiches, sur des affiches, tu vois, tu as la publicité de la 2 chevaux qui est assez connue. C'est très, très bien copyrighté. C'est une affiche, en fait. Burger King, leurs affiches, elles sont ultra bien copyrightées. Clairement. Donc, en fait, c'est ça, c'est à quel point tu arrives à faire passer un message. Peu importe le support, quoi. Finalement, le copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots. En gros, c'est ça pour résumer. Exactement. Ok. Alors, tu es passé très vite, justement, sur ce que tu fais aujourd'hui, bien sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu le point de bascule. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu en es arrivé là? Alors, si tu peux revenir un petit peu sur tes expériences précédentes et comment tu as construit, on va dire, ton début de carrière, peut-être? Exactement. Je vais faire mieux que le début de carrière. Je vais faire le début de la vie. Début de la vie, alors? Non. En réalité, rien ne me prédestinait à faire du copywriting. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, j'étais ultra dyslexique. J'avais -20 en dictée. Donc, ne jamais se décourager là-dessus, quoi. La dictée, c'est vraiment la seule matière à l'école où tu peux avoir des notes négatives. -7. Et c'est pour te dire à quel point, en fait, on crée en fait un espèce de trauma et que moi, j'ai personnellement vécu autour de l'écriture, en fait. Et donc,
Ça commençait bien là. Ça commençait pas très bien, effectivement. Autant je me sentais nulle en écriture, autant je voyais que les gens qui maîtrisaient ça, je les voyais comme des dieux. Et d'ailleurs, à l'école, on enseigne je sais pas moi, on enseigne par exemple Voltaire, on regarde ce qu'il écrit. Lui, il fait de l'art, en fait. Il fait pas du copywriting. Il raconte une histoire. Donc, c'est pas le même objectif. C'est là où il faut décorréler le copywriting et, en fait, l'écriture de manière générale. C'est vraiment une discipline d'écriture qui est particulière, dont l'objectif est de faire passer un message. Mais les auteurs qu'on étudie à l'école, ils font de l'art. C'est super ce qu'ils font. On n'aime pas, bon, peu importe. Mais à la limite, mais c'est surtout quand on lit ça, on se dit, mais moi, j'arriverai jamais à écrire aussi bien. Moi, j'arriverai jamais à faire aussi bien. J'arriverai jamais à avoir autant de styles. Et d'ailleurs, on analyse les styles des écrivains. Donc, moi, j'étais très tôt assez admirative devant le fait d'arriver à écrire. Je pense que... Et je voyais ça comme quelque chose qui n'était pas facilement accessible. Ouais, donc en fait, tu crées toi-même un complexe finalement en disant ces gens-là, je ne serai jamais... C'est ça, exactement. Et ça veut dire que tu t'intéressais déjà quand même à ce qu'ils faisaient. Exactement. Tu avais l'écriture peut-être un petit peu en ligne de mire malgré tout. Ouais, j'ai bien aimé. Et puis quand j'étais petite, en fait, bon, alors là, c'est un peu introspection, Nina, mais... je parlais pas beaucoup en fait. J'étais pas quelqu'un de très extraverti. Ouais. Enfin, je pense que j'étais introvertie, mais en plus de ça, j'étais assez timide. J'étais super. Enfin, j'étais pas forcément bien dans ma peau. Et je pense qu'en fait, l'écriture, je voyais ça comme aussi un moyen de parler sans être interrompu. De communication, ouais, sans être interrompu. Et tu vois que je parle très vite. D'ailleurs, quand j'étais petite, j'avais pas forcément la parole tout le temps. Quand on n'écoutait pas forcément la vie des enfants. Et donc, la parole, c'était pas forcément quelque chose avec lequel j'avais beaucoup de facilité, quoi. Voilà, j'étais pas amenée à m'exprimer beaucoup à l'oral. Ouais, c'était pas inné, quoi. C'était pas inné, en tout cas, j'avais pas l'espace pour le faire. Et donc, l'écriture, je pense que c'est venu comme ça. Enfin, cette admiration pour l'écriture. Ok. Donc. Là, t'avais quel âge? Là, j'avais, je pense, jusqu'à 18 ans. Ah ouais, d'accord. En fait, à l'école, on te met beaucoup dans des cases. Je parle beaucoup d'école parce que l'éducation, c'est un sujet qui m'intéresse. Je suis formatrice. Donc, c'est pour ça que je parle de ça. C'est un sujet, j'enseigne le copywriting. C'est pour ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais en gros, à l'école, on m'a beaucoup mis dans la case scientifique. Parce que j'avais des super notes. Au bac, j'ai eu plus de 17 dans toutes les matières scientifiques. Et donc, au final, quand j'ai fini l'école, je me suis dit, vas-y, en fait, je vais faire un truc scientifique. Ouais. Et il se trouve que je voulais être psy. Oui, d'accord, ok. Et donc, je me suis dit, vas-y, je vais faire psy, je vais faire médecine. Et puis, qui est pas forcément quelque chose de scientifique, hein, médecin, c'est bon, voilà. En tout cas, c'est des études scientifiques qui mènent à la médecine. Et là, je suis arrivée au concours de médecine, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, les gars, c'est pas du tout fait pour moi. Ouais. L'état d'esprit du concours, moi, c'est pas du tout ma came. Et donc, j'ai arrêté. Et j'ai fini par faire des études qui me convenaient, dans lesquelles j'étais bonne. Si je m'étais écoutée, j'aurais fait psycho. Ok. Sauf que... Là, c'est quelles études que tu avais repris, du coup? J'ai pris des études scientifiques. Donc, j'ai une double licence de chimie et de bio. Okay. Puis après, j'ai fait une école d'ingé en chimie. Donc, je suis ingénieure en chimie, en fait. D'accord. Et si je m'étais écoutée, j'aurais fait psycho. Mais voilà, reconnaissance, vagin, excellence et tout, voilà, bon, bref, de mes parents, principalement. Voilà. Donc, parenthèse fermée, je finis mon stage de fin d'études chez L'Oréal, en sciences. Et là, je me rends compte que je n'aime pas la chimie, évidemment. Ok, je m'attendais à une surprise, genre j'adore ça, mais non, pas du tout. Pas du tout. Horrible. Ok, donc c'est un peu une souffrance, quoi, ce stage. Voilà, donc je suis dans un laboratoire à tester des crèmes sur des mèches de cheveux. C'est pas du tout mon délire. Ouais. Et donc, je termine mon stage de fin d'études. Et là, un recruteur m'appelle, justement. Et le recruteur me dit, hey, tu veux faire du recrutement? Et je lui dis, mais hey, t'es sûr que t'as lu mon CV? Ouais, effectivement. Et en fait, il m'a recruté en tant que scientifique pour recruter d'autres scientifiques. La logique, c'est de se dire, bon... Tu avais une compétence, entre guillemets, métier. Voilà. Et derrière, il allait t'apprendre à recruter autour de ces métiers, quoi, exactement, que tu connaissais bien. Et comme ça, j'ai débarqué dans le recrutement. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait et je me suis rendu compte, ça a démystifié un peu l'histoire parce que je suis arrivée dans le recrutement et je me suis rendu compte que moi qui voyais, tu sais, quand t'es côté candidat, tu as l'impression que c'est un truc de malade, les recruteurs et tout. Et en fait, j'ai totalement démystifié le truc. Ouais. C'est pas du tout un métier qui est structuré. Et en fait, il se passait que même les recruteurs galéraient pour aller trouver des candidats. Pour moi, c'était l'inverse. En fait, en tant que candidat, tu galères tellement, surtout en sortie d'école, à trouver un job que tu te dis, OK, les recruteurs, en fait, juste ils choisissent et puis en fait, c'est bon. Et pas du tout. En fait, le recruter, c'est un vrai métier. Ouais, c'est très compliqué. D'ailleurs, toi, en tant que candidat, tu vois le côté genre, on ne me répond jamais. Et côté recruteur, en fait, tu vois que y a pas d'organisation, il y a pas d'automatisation, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc en fait, je suis arrivée dans le recrutement et dans ce truc-là, j'ai dit aux gens, mais écoutez, c'est normal que tout le monde galère. Tout le monde dit ouais, c'est normal et tout. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur internet, je suis tombée sur un blog qui s'appelle le blog de l'école du recrutement et j'ai appris avec eux. Et je me suis rendu compte que ce qu'on faisait nous dans ma boîte, on n'était pas du tout structuré, qu'il y avait des gens qui l'avaient pensé. C'est un peu comme si t'essayais de pousser une brouette avec des roues carrées, quoi.
Ouais, À un d'accord. moment où tu mets des roues rondes, tu fais, ah, mais c'est beaucoup plus facile, Ah en bah oui, fait. complètement. Voilà. Ouais, Et donc, je me suis retrouvée donc, à apprendre comme ça sur un blog avec des vidéos. Et ce que j'avais appris, je le transmettais dans ma boîte. Là, on est en quelle année alors du coup? Parce que le On est en blog de l'école 2016. du recrutement, ouais, ok, 2016. d'accord, 2016. Je suis pas à l'école du recrutement, je suis recruteuse dans un cabinet de recrutement. Ouais, ouais. Et là, donc, j'apprends tellement que la boîte me demande d'enseigner ce que je fais. D'enseigner aux autres recruteurs en France, on est des centaines. Nina, tu peux faire une Ah présentation oui, sur il y avait comment quand tu même une travailles. équipe de 100 recruteurs pour le coup. Ouais, c'est un Ok, gros ah cabinet, ouais, ouais. d'accord, ok. Nina, enseigne ce que tu fais aux 100 recruteuses, recruteurs, voilà. Et donc là, je me retrouve à enseigner ce que je fais et je trouve que c'est trop bien. Entre-temps, je suis la formation de l'école du recrutement, Ouais. qui est une formation destinée à des professionnels. Je suis cette formation-là, je trouve ça génial, j'enseigne ce que j'apprends. J'appelle l'école du recrutement, je dis, bon, écoutez, je vends déjà vos formations, en Ouais. fait. Venez, je vais travailler pour vous et vous me payez pour le faire. Ouais, c'est clair. Et alors, à la limite, là, tu tombes sur qui quand tu contactes Et l'école du donc recrutement? là c'est Laurent Brois. Ah ouais, ok. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'ai découvert pendant cette période-là? J'ai découvert deux choses en tant que recruteuse. La première, c'est je tombe amoureuse de la formation. La deuxième chose, c'est que je suis arrivée sur LinkedIn, parce qu'en fait, quand tu es recruteur, tu arrives facilement sur LinkedIn parce que c'est là où sont les candidats. Et la troisième chose que j'ai découvert, c'est la partie vente. Parce que j'étais consultante en recrutement, c'est-à-dire commerciale en recrutement, en fait. Ça veut dire, Bien en sûr. fait, en gros, tu as un besoin, tu vas chercher le candidat. Tu fais matcher, ouais. Voilà, et tu es payé pour ça. Et donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment les trois choses que j'ai découvert. Et c'est là où j'ai commencé avec l'écriture. Pour être sur LinkedIn, pour rapprocher des candidats, tu dois écrire un message. Et les candidats, ils ont autre chose à faire que te répondre. Donc, comment tu arrives à engager une conversation avec quelqu'un qui a clairement autre chose à faire de sa vie que de te répondre? Quelqu'un que tu dois convaincre de changer de job. C'est quand même là où tu passes le plus de temps dans ta vie, c'est ton travail. Complètement. Voilà. Donc, comment est-ce que tu fais ça? Et ton seul moyen que j'avais, c'est l'écriture. C'est les mots, ouais. C'est l'écriture, Mm. parce que tu n'as pas le numéro de téléphone des gens. Et puis, en plus, moi, j'aime pas le téléphone. Donc, Ouais, c'est ça. voilà. C'était une question que j'avais justement. Une fois que tu arrives à avoir le contact avec cette personne, derrière, tu avais les appels ou finalement, de fil en aiguille, finalement, tu avais cette première approche, ensuite tu transmettais? Non, j'avais l'appel, j'avais l'entretien. Et T'avais- moi, je ouais, détestais d'accord. la partie entretien. Eh en oui, fait. d'accord, ok. Il y a la voilà. partie, ce qu'on appelle en recrutement sourcing. Oui. Donc, tu vas aller sourcer ton candidat et après, tu as la partie entretien où là, tu vas lui parler. Et moi, je n'aimais pas les entretiens. On avait un objectif d'entretien comme dans beaucoup de cabinets. Je n'aimais pas parler aux entretiens. Ok, donc toi, t'aimais bien le challenge justement d'aller capter l'attention d'un candidat dans un premier temps, C'est te ça. répondre, que tu suscites l'intérêt, mais par contre, après, effectivement, c'était un peu moins pour toi, quoi. Ouais, exactement. Ouais, D'accord. ouais. Je suis assez introvertie en fait, donc j'arrive à donner de l'énergie à un Ouais. instant T, mais en fait ça me coûte beaucoup de parler à des humains, vraiment. Voilà. J'aime bien ça, hein, mais après c'est juste que je perds en Il y a énergie. un Et là, sas c'est de ce qui se passait. décompression après. Et c'est ça ce qui se passait. En fait, je me rendais compte, j'étais vidée après les entretiens candidats. Bref, et autre chose aussi, il fallait que j'aille chercher mes clients. Donc, il fallait que j'aille chercher mes missions de recrutement. Donc là, il fallait aussi que j'aille chercher des clients. Et les clients, où aller les chercher? Soit à son email, donc par email, LinkedIn. soit par LinkedIn. Bien sûr. Et donc là, en fait, j'ai découvert deux choses, la puissance de LinkedIn et la puissance des mots. Et à ce moment-là, j'arrive à l'école du recrutement. Très bien. Ok, donc l'école du recrutement. Donc là, effectivement, plein d'initiatives au sein de l'école du recrutement. On te connaît, Nina, en tout cas pour les mails que tu envoyais quotidiennement voilà, à une communauté de recruteurs. Je ne sais pas si tu as des chiffres en termes de, je sais pas, d'ouverture, de nombre de recruteurs dans la communauté, etc. Je ne sais pas si tu as quelques track records à nous partager. Oui, bien sûr. J'écrivais alors, au début, c'était toutes les semaines. Ouais. C'était 25 000 à 25 000 personnes. Donc, la base, c'était 25 000. Et au moment du confinement, j'ai lancé les emails quotidiens. Et les emails quotidiens, c'était à 5 000 personnes. Et les emails quotidiens, c'était tous les jours un email sur le recrutement pour t'aider dans le recrutement. Comment tu trouves, enfin là, tu vois, c'est une question qui me vient comme ça. Comment tu trouves l'inspiration de te dire, aujourd'hui, je vais parler de quoi? À un moment donné, si c'est quotidien, c'est extrêmement difficile de trouver justement toujours cette source d'inspiration. Comment tu faisais? En fait, ce qui est le plus contre-intuitif, c'est que l'écriture précède l'inspiration. C'est pas que tu es inspiré, tu vas écrire. C'est plus tu écris, plus tu es inspiré. D'accord. Moins tu écris, moins tu es inspiré. Donc ça, c'est le grand principe qui est contre-intuitif. Okay. C'est-à-dire que en fait, moi, quand j'arrête d'écrire, j'ai plus d'idées. Quand j'écris, j'en ai plein. Donc en fait, l'idée, c'est de se lancer, et puis ça va venir en fait. Voilà, contrairement à ce qu'on pense. Voilà. Donc ça, c'est déjà un grand principe qu'il faut avoir en tête. Le deuxième grand principe qu'il faut avoir en tête, c'est que tout le monde a plein d'idées. La seule chose qui fait la différence entre les gens qui les écrivent ou pas, c'est qu'on les note. Et là, je vais démystifier quelque chose. Il n'y a pas un moment où tu arrives et tu as l'inspiration divine et tu vas te dire, vas-y, je vais écrire là-dessus. En fait, là, tu vois, par exemple, on est en train de parler. Ok, et ben en fait, ce que tu as appris, parce que probablement que tu as appris des choses, tu as eu des petits trucs, tu dis, ah, c'est intéressant ça. Mais en fait, il suffit de les noter.
Tu les notes. Moi, j'ai une application qui s'appelle Bear, mais il y a aussi Evernote. Il y a aussi les Bear, applications. comment tu l'écris, Bear? B-E-A-R. Ouais, ok. Evernote aussi, ou sinon les notes de l'iPhone ou du téléphone, n'importe quel téléphone. Ouais. Ça marche très bien. Et en gros, tu notes les idées que tu as au moment où tu les as. Et ça, ça va faire une espèce de boîte à chaussures dans laquelle tu mets tout ton contenu en vrac. Tu ne cherches pas à l'éditer, tu ne cherches pas à lui donner un sens, tu cherches juste à capter l'idée au bon moment. C'est les À bonnes garder idées. un petit peu en mémoire, quoi, du coup. Les bonnes idées viennent toujours sur la douche. Oui, oui, complètement. Ça, en partager ça avec un collègue, c'est indéniable, ouais. C'est jamais les bonnes idées, c'est jamais quand tu te poses Tout devant le ta rideau feuille de blanche. douche, tu sors de la douche, boum, ça y est, plus rien. C'est jamais quand tu es devant ta feuille blanche. Donc voilà, l'idée c'est d'arriver à capter ça. Ouais. Et après, je t'épargne toutes les étapes de l'écriture parce que, bon, sauf si ça t'intéresse, mais en tout cas pour le résumer. Ensuite, une fois que tu as besoin d'écrire, tu ouvres, tu n'as plus qu'à ouvrir ton tiroir et à choisir l'idée qui te correspond le mieux en fonction du canal, en fonction de la cible et en fonction de ton humeur. Ok. Alors justement, ça c'est un petit peu ton étape un peu principale, celle qui te vraiment booste sur le métier de copywriter. Après, il y a l'étape Germinal. Moi, j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu déjà la transition, l'école du recrutement à Germinal. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Germinal. On voit beaucoup des posts, etc., de Grégoire Gambato notamment. Mais est-ce que tu peux parler un petit peu de cette transition déjà dans un premier temps et comment tu te retrouves chez Germinal, comment tu te retrouves à échanger avec des gens de chez Germinal? Ouais. En fait, j'étais recruteuse. Je suis allée dans une boîte qui enseignait le recrutement. Dans cette boîte, à l'école du recrutement, je faisais du marketing. Et du coup, j'étais marketeuse. Et donc, comme j'étais marketeuse, je suis allée dans une boîte qui enseignait le marketing. D'accord, ok. Donc, c'est vraiment toujours ton levier de motivation, c'est la formation. Ouais, en gros, l'enseignement, c'est quelque chose qui te drive au quotidien. Exactement. Moi, c'est vraiment l'enseignement qui me drive. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, l'enseignement doit émanciper et pas endoctriner. Il doit permettre aux gens de faire par eux-mêmes. Et quand tu sais faire par toi-même, tu n'es plus dépendant. Et quand tu n'es plus dépendant, en fait, tu n'es plus obligé d'obéir. Et tu es dans un rapport de force qui est beaucoup plus sain et beaucoup plus équilibré. Okay. Donc moi, je crois que l'éducation émancipe, et comme elle émancipe, elle permet aux gens toujours d'aller plus loin. Donc, c'est à peu près naturellement que je suis passée de recruteuse à boîte qui enseigne le recrutement et de marketeuse à boîte qui enseigne le marketing. Et je suis arrivée, pourquoi je suis arrivée là-bas? Quand je suis arrivée à l'école du recrutement, j'ai découvert Laurent Brois, qui est aussi un influenceur sur LinkedIn. C'est lui qui m'a ouvert les portes de LinkedIn. Il m'a enseigné énormément de choses. Je l'ai vu faire. J'ai vu la puissance de ce que ça pouvait faire. Et disons qu'après, j'ai vu Grégoire qui faisait la même chose. Et donc, c'est quelqu'un qui avait cette sensibilité au copywriting. Ça veut dire que c'est des gens qui... Que tu n'as pas eu besoin de convaincre autour du sujet déjà de base. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça a été un gros levier pour moi d'aller chez Germinal. Déjà parce que enseigner la partie copywriting, moi, m'intéressait. Mais ensuite parce que, effectivement, c'est des gens qui connaissaient, qui comprenaient et qui respectaient l'écriture et le fait de vendre avec les mots. Ok, donc on peut dire finalement que chez Germinal, tu faisais du growth hacking, pour le coup, à travers les mots. Tu es sur des fonctions un petit peu de growth? Non, je faisais pas du growth. Alors, le growth, pour ceux qui... Oui, peut-être démystifier un petit peu ce que c'est. Qui savent pas, le growth, c'est tout ce qui permet de faire de la croissance. Et en fait, quand on growth hacking, il y a le mot hacker dedans. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est en gros, comment est-ce que tu peux faire du marketing avec zéro budget, enfin avec peu de budget. Grosso modo, ouais. En gros, c'est ça la promesse du growth hacking. Alors après, il y a beaucoup de choses qui ont été faites autour. Moi, je suis pas vraiment dans le growth parce que, en fait, moi, je suis plutôt du côté du marketing. Je suis pas trop dans les outils. Moi, je pense que les outils ne nous sauveront pas. Tu peux avoir les chaussures du Usain Bolt, c'est pas parce que tu as les chaussures du Usain Bolt que tu courras comme Usain Bolt. Voilà, c'est ça. Après, c'est plus simple de courir en basket qu'en claquettes chaussettes, on est d'accord. On est d'accord. Mais bon, tout ça pour revenir à growth hacking. Je fais pas de growth hacking. Moi, je fais vraiment du marketing, c'est-à-dire le copywriting commence ça s'articule dans ces disciplines-là. Le marketing, c'est comprendre, ça vient de marcher, c'est comprendre en fait tes utilisateurs, quelles sont les douleurs, quels sont les objectifs et à quoi tu veux les amener. Comment est-ce que tu peux te servir de ça pour les amener? Le marketing, le copywriting, en fait, moi, je fais beaucoup de marketing. À chaque fois que je prends une newsletter, donc à l'école du recrutement chez Germinal, je passe au moins 30 appels de 20 minutes, de 20 à 30 minutes avec ma cible. Donc, soit avec les recruteurs. Donc, les recruteurs, c'est comme ça que j'ai compris que les recruteurs, ils galéraient à trouver des candidats. Bon, après, j'étais recruteuse, ça aide. Mais c'est aussi comme ça que j'ai beaucoup
J'ai compris que il y avait un des sujets qui était qu'ils dépensaient beaucoup d'argent dans des job boards, par exemple. Et donc là, derrière, si tu veux vendre une formation au recrutement, bah, c'est beaucoup plus simple. Parce que tu vas dire, bah, OK, en fait, au lieu de dépenser de l'argent dans des job boards, viens, tu te formes à savoir sourcer sur LinkedIn gratuitement. Bien sûr. Et là, tu comprends, en fait, quel levier tu peux activer, quelles promesses tu peux faire. Si tu comprends les problèmes de ta cible, en fait, tu arriveras à trouver les leviers qui vont faire que tu vas pouvoir vendre. Ouais, ton donc projet. effectivement, c'est ça, c'est pas inné. C'est qu'un des points clés de ce que je vois, un des leviers, c'est quand même d'échanger avec ta cible, d'être consciente de ses problématiques. Ouais. Ça, c'est hyper important. Et le growth hacking, en fait, comment ça s'articule là-dedans? Le growth hacking, c'est plutôt basé sur des techniques et parfois des choses qui sont assez éphémères. En fait, des hacks. Le concept du hack, c'est d'être éphémère, en fait. Donc, c'est un raccourci, en fait. Ouais, d'accord. Et c'est très outil. Moi, je suis pas vraiment quelqu'un des outils, dans le sens où je peux faire mon métier avec une machine à écrire, ça me va très bien. D'accord, ok. Ouais, tu reviens aux fondamentaux. Voilà, Ouais, la je fais maîtrise de vraiment l'écriture, marketing, exactement. voilà. Et c'est Ok. un peu le marketing, l'essence du marketing, parce que tu as aucun outil pour t'aider. T'as vraiment, genre, si ta copie elle est nulle, tu peux rien faire, Tu en veux fait. pas te cacher derrière un outil qui serait pas assez performant, par exemple, ce genre de choses. C'est ça. Ok. Et dernière chose sur les outils, c'est qu'il y a beaucoup de choses sur l'automatisation des outils, notamment. Mais en fait, si tu fais quelque chose de nul, tu feras juste quelque chose de nul à l'échelle exponentielle. Si ton message est nul à la base, il sera juste nul à l'échelle Ouais, donc exponentielle. en fait, si tu il faut l'automatises. maîtriser la base. Voilà. Et donc le copywriting, il vient d'abord, et ensuite, après, le growth hacking, eux, ils s'occupent d'amplifier, en fait, ça. Un point que tu voulais aborder justement, Nina, on y va au fur et à mesure, Yes. c'est la visibilité que tu as justement à travers l'écriture. Comment Ouais. tu deviens visible, tu vois, sur un nouvel outil, enfin un nouvel outil, c'est plus tellement nouveau, mais LinkedIn par exemple. Ouais. On voit une génération justement qui arrive, de personnes qui écrivent de plus en plus, qui s'émancipent sur LinkedIn, mais combien il y en a qui n'osent pas, etc., publier. Donc voilà, comment tu te rends visible déjà à travers cet outil? Alors là, pour le coup, c'est un outil qui te permet Ouais. d'être visible. Comment tu fais? Ouais. En fait, publier sur LinkedIn, ça a 3 intérêts. Le premier, c'est que si tu es CEO de ta boîte, PDG de ta boîte, en fait, ou même commercial, ça peut te générer des opportunités de business. Que ce soit en B2B ou en B2C, si tu publies sur LinkedIn, tu te rends visible et donc potentiellement, ça peut te ramener du business. Si tu es côté candidat, tu vas être identifié sur ton expertise et potentiellement, il y a des recruteurs, c'est plus toi qui vas devoir postuler, c'est les recruteurs qui vont te Qui contacter. vont venir à toi, bien sûr. Et troisièmement, tu peux aussi rentrer en contact, donc que tu sois recruteur ou que tu sois, peu importe le métier que tu fais, tu peux rentrer en contact avec des gens avec qui tu n'aurais jamais parlé. Probablement que si je n'étais pas sur LinkedIn, je ne serais pas là aujourd'hui. Clairement. Voilà. C'était notre moyen de te contacter, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, LinkedIn, ça a tous. Voilà l'intérêt de LinkedIn. Maintenant, comment est-ce qu'on devient visible sur LinkedIn? Ça, c'est. Aujourd'hui, moi, j'ai un peu moins de 30 000 personnes sur mon réseau. Comment est-ce que j'en suis arrivée là? Déjà, ça a été un travail que j'ai fait depuis l'école du recrutement. Donc maintenant, tout fait un peu plus sens. Ouais, ça fait L'école du plusieurs années. recrutement, même quand j'étais recruteuse. Voilà. Donc, ça fait à peu près depuis 2016. On est en 2021. Ça peut te donner à peu près 5 ans pour en arriver là. Comment, demain, si toi, tu veux te lancer sur LinkedIn, quels conseils je peux te donner? Premièrement, peu importe le métier que tu fais, tu as forcément des choses intéressantes à raconter. D'accord. Dis-toi que 90% des gens sur LinkedIn ne savent pas le métier que tu fais. Par exemple, un contenu que toi, tu pourrais publier sur LinkedIn, c'est comment mener une interview. Comment mener une interview? Quelles sont les questions à poser? Comment on les pose? Qu'est-ce qui est important? Comment tu mets à l'aise le candidat, j'allais dire, le candidat. Comment tu mets à l'aise la personne qui interviewe? Les 3 clés à savoir avant. Les 3 clés pour poser des bonnes questions. Ça, par exemple, c'est un contenu que tu peux publier. Et si tu publies ça, les gens qui s'intéressent à cette thématique vont forcément en fait s'engager avec toi. Donc au début, tu en auras peu et puis ça va au fur et à mesure grossir. Donc moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est transmets ce que tu apprends. Et dis-toi que peut-être toi, ça semblera basique, mais 90% des gens, en fait, ne connaissent pas ton métier. Moi, j'ai jamais fait une interview, j'ai jamais interviewé personne, j'en sais rien et je serais hyper contente si un jour je devais le faire. Notamment, tu vois, tu pourrais avoir une cible de gens qui ont des podcasts ou qui veulent lancer leur podcast. Et ben là, par exemple, tu commences à créer un réseau autour de gens qui veulent faire ça. Après, tu peux leur vendre. Et potentiellement, derrière, ok, en fait, tu as eu un contenu gratuit. Après, c'est le business de la coke. La première dose est gratuite. Donc après, voilà. Après, il faut payer. Voilà, c'est ça. Donc, non, mais ouais, d'accord. Voilà, Okay. donc l'idée, c'est derrière, en fait, te dire, en fait, voilà, c'est un moyen aussi d'attirer à toi. Donc ça, c'est la première chose. Transmets ce que tu apprends. Deuxièmement, ne jamais repartager, faire du repartage. Je vois beaucoup de gens qui font cette erreur. Ils voient un article, un peu comme on faisait sur Facebook. Ouais. Tu repartages une news, ce genre de choses. De boomer à fond. Facebook, c'est le truc qui existe. L'algorithme te plombe, là, c'est ça? Ouais, là, c'est une question d'algorithme. Okay. L'algorithme te plombe. Si tu vas repartager une de mes publications, en cliquant sur le bouton partager en dessous, ça va
défavorise cette application parce que LinkedIn veut devenir une plateforme de contenu. Donc si par exemple, moi j'ai envie de partager ton contenu, je reprends une de tes phrases en disant que Ouais. c'est toi qui l'as écrit par exemple, Exactement. sans refaire un partage de ton post. Exactement. Ok. Tu refais une phrase, tu reformules et tu crées un nouveau contenu. Parce que LinkedIn veut être une plateforme de contenu, donc il favorise les posts qui créent du nouveau contenu. Ok, d'accord. Donc voilà, clairement, ça c'est à faire. Et puis troisièmement, regarde les gens qui marchent sur ta thématique, regarde de quoi ils parlent, regarde comment ils font, et tu vas te dire, il y a 90% de chances pour que tu te dises, ah ouais, non mais en fait, moi je fais aussi bien, voire mieux en fait. Ça va aussi te donner, de voir des gens qui le font, ça va aussi toi te donner l'envie de le faire parce que tu vas te dire, non mais attends, enfin moi je le sais, ça je peux l'écrire quoi. Stat intéressante en tout cas, 90% pour le coup des personnes, ok, ça je garde ça en tête. Maintenant, différents mythes autour de l'écriture, est-ce que tu en as? Ouais. Premier mythe, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Ouais. que l'inspiration divine n'existe pas. Donc il n'y a D'accord. pas un moment où tu arrives sur ta chaise et tu fais genre, oh, et t'as Donc tu l'instant. recheck toutes tes notes, Ça n'arrive jamais. et là tu te dis tiens, Deuxièmement, parler de ça. le copywriting, contrairement au roman, l'objectif du copywriting, c'est de faire passer un message. Tout le reste, on s'en fout. Donc, Ok, l'objectif, c'est que si ton objectif, c'est que si le récepteur de ce message, la bonne personne a reçu le bon message et fait la bonne action, c'est que tu avais un bon message. Et donc là, tu arrives à un truc qui, moi, m'arrange bien, c'est que ça démystifie aussi l'écriture, dans le sens où, moi, j'ai fait un de mes posts qui a fait le plus de vues ce mois-ci. Il a fait 150 000 vues. Au troisième mot, il y a une faute d'orthographe. ça justement. Est-ce que pour toi ça casse le truc ou non? Ou non? En réalité, ça La empêche preuve pas. que non, ouais. 150 000 vues effectivement sur Donc un moi, post. voilà. Donc j'avais un objectif sur ce poste-là de Ouais. viralité, pour le coup, parce qu'il n'est pas l'objectif de tous mes posts, mais là, pour le coup, il y avait un objectif de viralité, qui parlait du féminisme. En fait, je disais que dès qu'on publie un truc, on dit sexisme, féminisme ou patriarcat. En fait, sur LinkedIn, il y a une flopée de mecs qui vont se sentir, je sais pas, menacés, je sais pas trop quoi, et qui viennent agresser rager direct. et qui viennent rager en commentaire. Et donc, Ok. mon propos était de dire, ok, voilà mon constat. Du coup, féminisme, sexisme, patriarcat, féminisme, sexisme, patriarcat. Vraiment, c'était un post qui était, enfin voilà, c'est tout le contenu de ce post-là. Et ça a très bien marché parce que pourquoi c'était la viralité l'objectif? Parce que je voulais faire passer mon message en fait. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de commentaires et ça a très bien marché. Effectivement, il y a des gens qui ont dit qu'il y avait une faute d'orthographe, il y a des gens qui n'ont pas remarqué. Et puis en fait, à la limite, peut-être, je suis pas sûre que si j'avais pas fait cette faute d'orthographe, le post aurait genre marché 10 ou 15 fois plus, quoi. Ouais. Donc en fait, il y a ça. C'est plus ça qui fait la différence en fait. Voilà. C'est l'idée que tu veux véhiculer derrière le post. Exactement. Alors que si tu n'écris pas, par peur de faire une faute d'orthographe, Ouais. c'est sûr que Là, tu auras pour le zéro coup, vue en ouais, fait. Donc, Là pour le coup, tu feras pas avancer le problème. voilà, là, tu auras zéro vue. Donc, Ok. bon, il y a ça c'est ultra. Donc faut pas se complexer en se disant vas-y, je vais faire une faute d'orthographe ou on m'a dit qu'il y avait une faute dans le post. Ça arrive. Ouais. Ok, d'accord. Et en fait, on C'est a pas ça qui bloque le truc. trop stigmatisé les gens sur l'orthographe, quoi. Enfin, Ouais, à un moment, d'accord. Ok. et l'orthographe aussi, elle complexifie énormément l'écriture. Et du coup, ça fait que certaines personnes ne prennent pas la parole, pas parce qu'ils ont rien à dire. Ouais. Ils Mais prennent parce pas la qu'ils ont parole peur d'être jugés parce qu'ils ont font peur faire des d'être fautes jugés. d'orthographe. Voilà, exactement. Et du coup, ça prive énormément de gens de pouvoir parler. Comment tu gères les haters justement? Quelqu'un qui va te dire ouais machin, ton sujet il est pas intéressant, t'en as déjà parlé, il y a des fautes d'orthographe, etc. Comment tu gères ces gens-là? Parce que justement ça peut affecter. Ouais. En fait, il faut savoir que quand tu prends parti, quand tu donnes ton avis, par exemple, dire on s'en fiche de faire des fautes d'orthographe, par exemple, c'est T'as à nouveau 90% des gens qui vont c'est un réagir, parti c'est ça? pris. C'est un parti pris en fait. Si tu dis quelque chose de neutre, tu dis la guerre c'est mal, tout le monde va dire ok, on s'en fout, c'est tiède. Si tu dis je suis pour le revenu universel, là, il y a des gens qui vont être pour, il y a des gens qui vont être contre. Ouais, donc un truc clivant quoi. Et quelque chose qui est clivant, ça va polariser. Et forcément, la polarisation va faire qu'il y a des gens qui sont d'accord ou qui ne sont pas d'accord. Quand je dis écrivez, même si vous faites des fautes d'orthographe, il y a des gens qui sont radicalement contre. Mais quand je te dis radicalement, c'est que les gens, ils pètent des câbles sur mon. J'avais fait un post J'ai là-dessus. l'impression que c'est un modèle un peu à l'ancienne, quoi. Finalement, faut rien faire si c'est pas parfait. Ouais, c'est ça. Ils, Ok. ils deviennent fous, les gens. Ils disent, ouais, la langue française, l'héritage et tout. Bon, bref. Après, ça part loin. Aya Nakamura, machin. Enfin, voilà. Non, mais c'est le genre de truc qu'on a, quoi. Qui dénature la langue française, etc. Bon. Moi, c'est pas du tout ma croyance. Et donc là, par exemple, j'ai dit un propos qui est polarisant. Et donc, forcément, si tu es polarisant, tu vas attirer des gens et autant qu'en repousser. Et c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que C'est ça ta veut dire marque que de fabrique, ça, aujourd'hui? De Un quoi, petit d'être peu polarisant justement d'être clivante justement dans tes posts. Non, parce que je pense pas qu'il faut être clivant. Je pense pas que être clivant, c'est une fin en soi. Ouais. Je pense pas qu'il faut se dire je vais être clivant Mais en tout cas, absolument. tu affirmes tes propos, quoi. Voilà, c'est ça. T'assumes tes propos et. Exactement. Ok. Je me dis pas comment je vais créer le truc le plus clivant Ouais, c'est ça. possible. T'as Parce pas que cette parfois- approche quand tu commences à rédiger. Non, parfois je fais même des posts
juste pour enseigner aux gens comment mieux écrire. Donc tu vois, là, il y a pas de, c'est juste de l'enseignement. Ouais. Mais quand je prends des positions, je les prends vraiment parce que j'y crois. Et effectivement, ça génère des haters, pour revenir à ta question. Effectivement, ça génère des haters, mais c'est une bonne nouvelle, parce qu'en fait, les gens qui m'aiment, du coup, qui vont être engagés avec moi, vont m'adorer. Les gens qui ne m'aiment pas, bah, tant mieux, parce qu'à la limite, ça a sélectionné mon audience, et que moi, je sais que mon produit, il est à destination de femmes, par exemple. Sélection plutôt Voilà. naturelle, quoi. J'ai une newsletter qui s'appelle, en plus de ce que je fais sur le copywriting, qui s'appelle Culotté. Ouais, j'avais noté ça. Voilà, elle est à destination des femmes pour oser davantage prendre la parole. Sur le féminisme, sur justement. Sur le féminisme, Okay. exactement. Et donc, là, tu vois bien que le post, en fait, il a pour objectif aussi de sélectionner mon audience. Si t'es un mec qui est là et qui pense que c'est cool que en fait je sais pas moi, que les hommes fassent 3 heures de moins de tâches ménagères par semaine que leurs femmes. T'es pas trop à ta place. Que les femmes, bah ouais. Et donc tant mieux, parce que de toute façon, les produits que je créerai ne sont pas pour toi. Ouais, c'est pas pour eux. Et donc moi, j'ai pas d'énergie à dépenser, parce qu'après ces gens-là, à les convaincre, quoi. À les convaincre, voilà, c'est juste t'es pas dans la cible en fait. Et c'est bien parce que et là donc je suis en haut du funnel d'acquisition sur marketingment parlant. Donc un funnel d'acquisition, c'est le niveau de conscience de la personne jusqu'au moment où elle achète. Et je sélectionne dès le haut du funnel d'acquisition et c'est très bien. Alors justement, dernière actualité en date qui est quand même assez récente. Yes. Tu quittes Germinal pour le coup. Pourquoi? Et c'est quoi la suite? Je quitte pour voler de mes propres ailes. Ok. Tu veux, quand Germinal, l'objectif de Germinal, c'est d'aider les entrepreneurs à passer de 0 à 1 million de chiffre d'affaires. Et en fait, j'ai vu trop d'entrepreneurs trop bien réussir. J'ai fait, vas-y, c'est trop bien, moi aussi, je veux le faire. Ah, trop bien, ils gagnent tous bien leur vie, là. Mais attends, c'est quoi cette histoire? Je me dis, bah attends, au lieu de l'enseigner, vas-y, fais-le. Et puis, en fait, au moment, quand toi-même, tu l'as pas fait, quelle légitimité tu as, en fait, à l'enseigner, tu vois. Donc, en fait, moi, il y a aussi quelque chose qui était de l'ordre de, bon, ok, j'enseigne aux gens comment le faire, mais aujourd'hui, moi, je suis pas sûre. Tu veux être ton propre cas pratique. Voilà, je veux être mon propre cas pratique. Et donc là, je pars pour voler de mes propres ailes. Et, tu vas continuer de former, pour entreprendre. Alors, voilà, du coup, exactement. Donc moi, j'ai une activité qui va être de formation, une activité de coaching. Donc la formation, c'est en gros pour des gens qui sont très autonomes. Tu as des vidéos, tu regardes les vidéos, après tu fais ce que tu veux avec. Ouais, d'accord. Donc là, il y a la partie coaching où là, tu as besoin de quelqu'un qui soit là et qui fasse ton coach. Ils disent, allez, comme à la salle de sport. Quand j'allais à la salle de sport, en plus, je faisais droite, gauche, j'étais là, et tout. Ouais. Rédige, là. Exactement. Orienté copywriting, du coup. Exactement. Alors que quand tu vois une application, bon, bah voilà, c'est la différence entre avoir une application et puis avoir un coach à la maison. Et la troisième partie, c'est plutôt sur la partie conseil en stratégie. D'accord. Voilà, sur des boîtes, en fait, pour des entreprises. Donc là, c'est un peu le panel de ce que je fais. Et c'est intéressant d'avoir cette dernière partie parce que tu es toujours en cas pratique, en fait. Tu es toujours en train de pratiquer, de challenger ce que tu fais. Et le but, c'est de ne pas sortir, en fait, de la pratique. Donc ça, c'est mes activités. Et tout ça en copywriting. Très bien. Et donc là, c'est tout nouveau. Là, tu attaques ces sujets en ce moment même, là, pour le coup. Ah oui, en fait, les gens ne savent pas, mais quand on tourne cette vidéo, c'est vraiment, on est à J+2. Oui, c'est ça. Donc, les gens pensent que ça se trouve, tu es encore chez Germinal, alors que c'est peut-être plus le cas. Enfin, c'est même plus le cas de façon officielle, je sais pas. Oui, c'est plus le cas de façon officielle. Ouais. Ok, ça marche. Écoute, en tout cas, on a fait un bon petit état des lieux, justement, du sujet. Justement, peut-être dernière question, le copywriting, on en est où? Est-ce que pour toi, c'est un sujet qui est très avancé, les boîtes sont matures là-dessus, ou pas du tout? Et justement, bah, tu as un boulevard devant toi autour de ce sujet. J'y crois, sinon je le ferais pas. Ouais. Est-ce que c'est un sujet nouveau? Non, c'est pas un sujet nouveau. Bon. Je pense que les gens, au début, se sont beaucoup concentrés sur les hacks, sur comment faire de la croissance rapidement, sur les outils. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que les outils, bah, finalement, tout le monde les a, que tu as de plus en plus de choses qui sont développées en no-code. Et maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? Voilà, et maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? Ouais. Et donc, je pense qu'il y a eu toute cette période très hack, outils et tout. Et là, en fait, les gens se rendent compte que, ben, au final, tout le monde a les mêmes, ça fait pas la différence. Et comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin? Et le copywriting, c'est une manière de passer à l'étape supérieure. Si on veut devenir copywriter, du coup, il faut suivre tes formations. Exactement. Ok, c'est ça la voie la plus directe. On va passer maintenant aux questions. Nina, quelle est ton appli favorite? T'en as parlé un petit peu tout à l'heure. Je sais pas si c'est ton appli favorite en fait. De loin. Donc, il y a toute ma vie. B-E-A-R. Okay. Ou Evernote. Ok. Je serais curieux d'ouvrir ton Evernote ou ton Bear. Ce serait très drôle justement de voir. On peut. On pourra montrer des screens peut-être en post-prod. On pourra montrer pour voir des screens. À quoi ça ressemble en tout cas l'appli de Nina. Petite parenthèse sur Bear. En fait, tu crées une note, tu mets ce que tu veux dans cette note et là où c'est incroyable, c'est que tu peux classer tes notes en mettant un hashtag. Ouais. Donc en fait, moi, il y a une idée qui va me venir sur, je vais voir une affiche
et ça va me faire penser à quelque chose sur le féminisme, je prends l'affiche en photo dans la rue, je la mets dans Bear, je la classe sur féminisme ou sur post LinkedIn. Et donc tu peux avoir plusieurs boîtes où tu peux classer. Et le jour où j'ai envie de parler de féminisme, que ce soit sur une newsletter ou que ce soit sur LinkedIn, où j'ai envie de parler de copywriting, de comment écrire des titres, par exemple, je peux avoir lu du contenu là-dessus, je me dis, ah, c'est intéressant, je vais classer la note et je vais pouvoir y revenir. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Et moi, j'ai toute ma vie dans Bear, mais j'ai toute ma vie, tout mon admin est aussi sur Bear, en fait, parce que et que je suis très nulle en admin aussi. Donc c'est un peu le trou de ma vie. Une personne avec qui tu aimerais boire un verre? La Nina du passé. Ah, tu lui dirais quoi? Je lui dirais fonce, ou la Nina du futur. Le meilleur est devant toi. Ouais, ou la Nina du futur. Ou la Nina du futur, parce qu'en fait, j'ai vraiment cette culture-là de me dire, je veux devenir meilleure chaque jour. Je veux devenir meilleure chaque jour. Chaque jour, je veux devenir 1% meilleur qu'hier. Et pour ça, tu n'as qu'une seule manière de le faire, c'est d'apprendre. Et donc, si je pouvais aller voir la Nina du passé et lui transmettre tout ce que je sais aujourd'hui, et ben en fait, ce serait un hack et un raccourci de dingue, quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. Donc en fait, si je pouvais rencontrer la Nina du futur et qu'elle me donne tout ce qu'elle a appris, ce serait trop bien. Parce que moi, tous les jours, je m'améliore de 1%. Donc si tu t'améliores tous les jours de 1%, en un an, ça fait que tu t'améliores 37 fois. Tu deviens 37 fois meilleur. D'accord, ok. Donc le but, c'est de s'améliorer 1% tous les jours. Ça, c'est une belle philosophie de vie, en tout cas. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, ce serait de faire en sorte que plus personne n'ait cette appréhension d'écrire, en fait. C'est vraiment de guérir ce truc-là une bonne fois pour toutes. Ok, on va arrêter de dire que c'est réservé les à des gens, etc. Voilà, ceux qui font des fautes d'orthographe, faut se libérer, quoi. C'est bon, voilà, c'est ça. Vraiment, voilà, ça c'est vraiment un truc qui me. Ouais, et puis j'ai pas trop de rêves. Enfin, dans le sens où moi, j'essaye d'avoir une vie la plus alignée possible avec ce que j'aime, en fait. Donc j'aime quoi? J'aime enseigner, j'aime écrire. Globalement, et j'aime parler personnellement. Je suis assez engagée sur le féminisme. Donc globalement, en fait, ça se rejoint bien, quoi. C'est bien, ouais. Dernière question, en tout cas, totalement en lien avec le copywriting. Quel est ton plat préféré? Alors, petite anecdote, je suis allée en Italie. Je reviens de vacances, j'étais en Italie et j'ai mangé, je pense, les meilleures pâtes carbonara de la terre. Des vrais carbos, quoi, du coup. Mais des vrais carbos qui, du coup, ne sont pas faits avec de la crème fraîche. Voilà, c'est ça. Voilà, parce qu'ils font ça, voilà, exactement. Et du coup, les pâtes sont jaunes. Donc, c'est hyper marrant, tu les vois. Pas de carbo, quoi, du coup, ton plat préféré. Ouais. C'est devenu ton top 1. Bah, c'est pas de carbo, là. C'est pas de carbo. Parce que les pâtes carbo que je fais chez moi, franchement, elles ont pas la même tête. C'est pas du tout mon plat préféré, quoi. Ça marche. Nina, en tout cas, comment tu veux conclure cette interview? Bah, merci. Et vive l'écriture. Vive l'écriture. Écrivez. Merci en tout cas de t'être prêtée à l'exercice, Nina. C'était super de te recevoir. Merci pour les good vibes. C'était vraiment un kiff de te recevoir en tout cas. N'hésitez pas en tout cas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux d'Excelsior. À très bientôt pour un nouvel épisode et un nouvel invité. Salut les amis, ciao.